certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est quelqu'un qui amène une énergie toujours assez forte. On en a beaucoup parlé. Donc, vous pouvie le trouver sur son site, qui est intéressant d'ailleurs, c'est 6, c'est normal, hein, mais 6ix.be, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations. Et je vous prie de vous joindre à moi pour accueillir Cédric Reynaud. Bonjour. S'il y a moyen de fermer les portes. Non, excusez-moi. J'ai une demi-heure. Donc je parle très vite. Donc normalement, vous allez avoir 60 minutes de contenu en une demi-heure. Mais ça va être en français, donc ça va sembler du français, mais c'est du français. J'avais prévu une 60aine de slides sur moi, que je vais bypasser parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations. Je devais passer le matin aussi, à la page d'Instagram, qui a eu des problèmes de santé, donc elle a dû repartir. Donc voilà, donc finalement, ça n'a aucun intérêt de prendre un café maintenant, bien que pour certains jeunes, ça peut être le cas. Brièvement, en 2 mots, je vais éviter de passer tous les slides. Je viens du monde digital, du monde de la communication. Je travaille à Bruxelles, c'est au-dessus. Et je baigne dedans depuis pas mal de temps. Ici, ce que je vais vous parler très rapidement, je donne quelques heures de cours également au CREA. Et donc ma famille vit en Suisse, pour des raisons financières. D'accord ? Je suis le seul à ne pas être de la Suisse. Alors, je vous disais, je ne vais pas parler de tout ça et de moi, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, on va faire une digital thérapie. Alors, je vois certains de mes patients ici, parce qu'il y en a qui l'ont déjà eu. Ça prend 6% de mon activité. Résultat, je travaille réellement. Et donc, c'est des formations que je donne à des agences, à des groupes de communication, marketing, etc. pour avoir un niveau, ce qu'on appelle level up, au niveau de digital. Donc, j'en ai fait une petite pour vous. C'est pas des suppositoires, hein, c'est des trucs à avaler. J'en ai fait une petite pour vous. Pourquoi une digital thérapie? J'ai 2 petites vidéos que certains ont déjà vues qui expliquent un peu la raison. Donc, voilà la première. Entrez. Bonjour monsieur le directeur. J'ai beau faire tous les tiroirs, les dossiers, en fait, je retrouve pas les négatifs Instagram. Est-ce que c'est vous qui les avez? Allez Jacob, je te propose, écoute bien, le premier QR code diffusé en radio. Écoute. Il permet de télécharger une application vraiment extra. Flashez aussi votre QR code sur http://www.bricotopnordpasdecalais.com. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Regardez-moi ça. Il y a un type dans le Périgord, il a retweeté l'intégralité du stop rayon de notre client. Ça viralise à mort. Alors? J'ai appelé le prestataire et il y a eu un casse à l'App Store. Toutes les applications ont disparu. Ah. Et voilà, on ne retrouve plus celle du client. Mais faut pas vous inquiéter, hein, j'ai appelé la gendarmerie et puis là, si je peux prendre 10 minutes, je vais aller déposer une main courante. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué que dans différentes agences de publicité dont je tairai les noms, c'est beaucoup comme ça. Donc, on a plein de noms d'oiseaux, ça fait chouette, etc., de dire des trucs qu'on connaît pas. Mais c'est chouette. On va mettre des QR codes sur des affiches parce que c'est chouette. On est tendance, on a des QR codes, mais ils savent pas très bien à quoi ça sert, etc. Ils ne savent parfois pas du tout. Vu que je suis en Suisse, j'ai retrouvé un petit exemple de Suisse de ce que c'est. Flux RSS. C'est concernant la radio, non? C'est pas... Je sais pas, je vois vraiment pas quoi. Désolé. L'IRSS, c'est l'Union soviétique. Et donc on a vécu ça pendant pas mal de temps, etc. On s'est dit il faut faire quelque chose, il faut qu'on la motive. Et donc on a fait la digital thérapie, c'est du speed learning. Digital thérapie, c'est du speed learning. Donc on va très vite. Normalement c'est des sessions de 90 minutes. On aborde beaucoup de sujets. Il n'y a pas de connaissances particulières. On s'adapte à des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui pensent qu'ils sont vachement balèzes. Et on aborde plein de sujets différents avec une thématique principale. Petite parenthèse, si vous rencontrez des gens qui disent qu'ils sont experts, parlez pas avec ceux qui ne sont pas experts. Parce que quand on est expert, c'est qu'on ne l'est pas. Donc on le met en avant, etc. Et on en rencontre aussi certains. Et donc je me suis dit, pourquoi une digital thérapie? On vit dans une société qui évolue beaucoup, digital transformation, on le voit dans des agences, on le voit dans des grosses sociétés qui ont des gros problèmes parce qu'ils silotent. Donc on avait
le marketing digital, à côté du marketing, parce que c'est autre chose. Et maintenant, dans le digital, on a le social. Ça, c'est autre chose. C'est pas ce qu'ils font. Donc, et on essaye de déciloter tout ça, et donc c'est très compliqué. Et donc, on a mis en place ces digital thérapies qu'on va attaquer direct avec une spéciale pour vous. Grande chance. Il y a structure qui en reste, des chiffres, ok, Zako, définition, c'est quoi, etc. Et puis, on a un sujet du jour. Alors, ne pensez pas que je suis un gars qui ne sait pas faire de slide. Mais en fait, le beamer a un problème. D'accord? Donc, j'aurais pu vous raconter des blagues, etc., mais c'est pas moi. D'accord? Merci. Alors, le chiffre 5. Alors, je déteste ça, mais j'adore les ferries ici en Suisse. Les 5 prédictions marketing pour 2015. On va être un peu plus sérieux. Je vais repris un petit détail. Marketing of data, je pense qu'on vous a saoulé avec du big data, etc. Je pense, regardez quand même le data, parce que je pense qu'il y a vraiment un investissement de plus en plus qui va vers de l'analytics. Les groupes investissent, on peut en déduire des choses vraiment intéressantes, travailler sur des choses qu'on peut actionner, parce que c'est vraiment le but du data. Si c'est prendre du data à la pelle, ça n'a pas vraiment de sens. Donc on a du data, et je pense qu'en 2015, il y a pas mal d'évolutions qui vont être faites. La vidéo, vous regardez tous, ça fonctionne très bien. En fait, on remarque que de plus en plus, ces sociétés intègrent la vidéo dans tout ce qui est explication, dans tout ce qui est démonstration du produit, etc. Et que ça a un impact globalement sur la conversion derrière. Donc l'utilisation de la vidéo dans ce cadre-là, je pense que c'est une des choses qui va bouger assez bien en 2015. Micro-targeting, hyper-segmentation, je ne vais pas en parler beaucoup, mais je pense qu'il y a Anthony Lamy chez Facebook, donc il m'a payé ce midi pour que je parle un peu de Facebook. Et donc, on peut faire pas mal de targeting avec Facebook, on fait de la micro-segmentation, et on arrive à optimiser la conversion. Donc, c'est des choses intéressantes. On va de plus en plus vers ce genre de targeting ultra précis, et on évite maintenant de shooter au bazooka en se disant « je vais toucher quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je vais toucher quelqu'un ». D'accord? Donc, on est dans de la micro-segmentation. Mobile, alors chez vous, ça s'appelle le Natel. D'accord? Donc l'évolution du Natel, effectivement, va monter. Le Natel va exploser, je pense. Peut-être pas chez nous. On le voit de plus en plus. Le search, l'utilisation du search est vraiment de plus en plus en pointe au niveau mobile. Je pense que le côté anglo-saxon est assez en avance sur nous. Mais je pense que ça vient beaucoup. Il y a énormément d'utilisation mobile maintenant. Il y a malheureusement des gens qui n'ont toujours pas compris que de faire une publicité qui est touchée par 75% de gens qui sont sur mobile et de la faire sur un site qui n'est pas responsive, ça n'a pas vraiment de sens. Regardez vos analytics, regardez la proportion que vous avez en termes de statistiques qui viennent de mobile et adaptez les choses. Et alors j'ai eu une fois un client qui me disait « mais mon site est en responsive, regardez, il bouge ». Mais quand vous avez des caractères qui font exactement un quart de poil de zizi de mouche, ça ne veut rien dire derrière. Donc attention, responsive par rapport à l'adaptatif, c'est deux choses différentes. Les dernières choses, l'augmentation des dépenses au niveau digital, ça augmente chaque année de plus ou moins de 10%. On voit pour l'instant que même le coût du CPC, je prends les Facebook Ads qui est un peu tendance pour l'instant, merci Anthony, ça augmente, donc le coût augmente régulièrement. Il y a une croissance vraiment de l'usage du mobile, des ads au niveau du digital. Quand c'est bien fait, ça fonctionne assez bien, mais on voit que la prise de marché prend de plus en plus de place derrière. C'est 5, j'aurais pu en faire 27. De prédiction, mais je pense que c'est 5 choses qu'il faut vraiment suivre. Je pense que la plus intéressante, parce que c'est lié à ce qu'on appelle le hyper-segmentation avec le data, l'analyse des data, pour arriver à cibler et à retoucher en temps réel des choses et des personnes, etc., pour augmenter la conversion, c'est ce qui est peut-être le plus important. Vous suivez toujours? Eugène? Il ne dort plus, ça va. Alors, j'ai un Kesako. Donc chaque fois que je fais une digital thérapie, j'ai un Kesako, une définition, quelque chose qui vous rend plus fort après, vous dites je connais quelque chose. Donc le soir, vous pouvez parler de ça. Gros hacking. Quelqu'un a entendu parler de ce que c'est gros hacking, gros hacker? Personne? Merci. Beaucoup. Une. Personne? Toujours pas? Avec des lunettes? Non? Alors, ce qu'on appelle du gross hacking, j'aurais pu vous mettre une définition de Wikipédia, mais ça aurait été stupide. D'accord? J'aurais pu, voilà, définition Wikipédia, pas vraiment d'intérêt. J'aurais pu également aller sur Quora, chercher une autre définition, vous faire lire le bazar. Moins intéressant, je vous le ferai vous-même, d'accord? Parce que j'en vois certains qui pianotent déjà avec le petit doigt, mais vous pouvez le faire vous-même. L'idée du gros hacking, je pensais prendre un exemple simple qui remonte au temps des dinosaures, et vous allez mieux comprendre. Tout le monde connaît cette phrase. PS I love you, get your free email at qui? J'aurais dû passer le matin quand même, moi. Gmail. Gmail, vous connaissez les deux gaillards ici en 96, qui globalement étaient un peu
sur les nerfs en pensant que leur boss allait voir leurs emails, et ils ont monté une plateforme web, super sympa, etc. Et c'est Hotmail qui était né à cette époque-là. Ils ont monté le bazar, ils ont reçu 300 000 € d'investisseurs pour monter Hotmail. 300 000 $, excusez-moi. Et le début n'était pas vraiment ce qu'on pense. D'accord? Il y avait leur grand-mère, leur hamster et leurs voisins. C'était globalement les personnes qui avaient une adresse Hotmail. Ça ne marchait pas des masses. Ils avaient des plans. Hein. On va faire de la radio, on va faire de l'affichage, de la TV, du cinéma. Et ça va cartonner. Et alors, il y a un investisseur chez eux qui s'appelait Timothy Drappers, qui avait une meilleure idée. Et qui leur a dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas simplement à la fin de chaque email cette petite phrase qui, globalement, va faire effet boule de neige. Et en quelques temps, pas énormément, on a vu une croissance qui est montée de façon exponentielle au niveau des chiffres. Après, il les avait un peu tornades, ça aide aussi. Et qu'il a envoyé un email, hop, et on est parti sur le délire. Et donc, on a une croissance exponentielle au niveau de Hotmail avec 12 millions d'utilisateurs. À l'époque, on avait 70 millions de personnes sur Internet, donc c'était quand même pas mal, c'était quand même sympa, d'accord? Cette histoire-là de Hotmail, où certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, n'est pas dans le passé. On a pas mal de choses qui existent pour l'instant. Si je prends Facebook, si je prends d'autres comme Groupon, si je prends Pinterest, si je prends Instagram, si je prends Snapchat, toutes ces plateformes utilisent cette même mécanique, d'accord? Et on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que ceux-là réussissent là où d'autres, globalement, sont en échec? La plupart des startups, globalement, elles ont le même problème, d'accord? Vous construisez quelque chose, que vous êtes super content, mais que personne n'utilise. D'accord? C'est plus ou moins, dans 90% du cas, c'est ça. D'accord? Donc, imaginez que vous avez une super idée. D'accord? Vous pensez que c'est une super idée. Mais c'est peut-être une super idée. Vous l'assemblez avec un team, 2-3 gars, vous sortez de la cave, vous montez le bazar ensemble, vous commencez à monter l'application, et puis alors le jour J, 6 mois après, on va lancer le truc. Chouette. D'accord? Vous lancez votre application, votre site, que sais-je, et il ne se passe rien. Et vous êtes tout seul, tout nu. Qu'est-ce que je fais? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il ne se passe rien. Derrière, alors vous allez avoir un petit article sur TechCrunch. Et vous allez avoir 1000 personnes qui viennent, vous êtes super heureux, parce qu'il y a 1000 personnes qui viennent télécharger votre bazar. Et, mais après, les autres, ils vont arrêter. De toute façon, ils vont arrêter parce qu'ils ne vont plus utiliser, parce qu'ils voient, ils avaient un article, etc. C'était gratos en plus. Donc, ils ont téléchargé. C'est ce qui se passe plus ou moins. Et donc, vous n'êtes pas du tout sur ça. Et vous dites, mais je ne comprends pas. C'est la même idée. Et j'arrive pas à faire la même chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, globalement, vous vous trouvez là. C'est triste, c'est pas possible, ce que je vais faire, etc. Alors vous pouvez commencer à faire des nouvelles fonctionnalités, etc. en disant on va redévelopper autre chose derrière. Vous êtes mort. Vous êtes mort parce que ça sert à rien de développer des trucs, parce que personne n'utilise. Donc il ne faut pas rentrer dans ce système-là, parce que c'est ce que vous allez faire. Ce qu'il faut, c'est que, en fait, vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. C'est surtout ça la vraie raison, c'est que vous ne savez absolument pas pourquoi ça ne marche pas. Growth hackers, merci, c'est de là que ça vient. Donc qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le growth hacking? Le growth hacking, ça vous permet de partir sur la terre promise qui se trouve là-bas. D'accord? De là à là. Quelques étapes à faire, quelques étapes à franchir. C'est tout ce qui est du growth hacking. Et regardez, quand vous serez rentré chez vous ce soir et que vous vous réveillez en sueur la nuit en disant growth hacking, c'était quoi encore? Et que vous regarderez, il y a plein de jobs maintenant avec des gens qui se mettent comme growth hacker, comme profession, et ça peut être très sympa pour vous. Growth hacking, globalement, c'est pas mal de tactiques qu'on va mettre en place qui a toujours à voir avec la croissance. D'accord? On essaie simplement d'avoir une croissance sur n'importe quel type de produit au niveau d'utilisateur, etc. Comment est-ce que je peux avoir d'autres utilisateurs? Comment est-ce que je peux les rendre plus actifs? Ça, c'est du growth hacking. Globalement, vous avez le viral, la croissance virale. On va mettre notre spot sur YouTube et ça va marcher, je suis certain. Ce qui est faux, d'accord? Globalement, ça ne marche pas. Puisque si vous n'avez pas de l'argent à mettre dedans, une vidéo qui n'est vue que par 4 personnes ne serait pas partagée par 2 millions. C'est mathématique. OK? Donc, vous avez les technologies derrière, où là, on descend dans plutôt les domaines de maîtrise de growth hackers, qui va toucher à tout ce genre de mécanique derrière. Globalement, la majorité des sociétés ici présentes vont, sauf certaines, vont avoir un focus sur 3 chiffres, le trafic, les utilisateurs et les revenus. D'accord? Certains plus le revenu, mais normalement, vous avez ces 3 chiffres-là. Le gros souci qu'on se passe, c'est qu'il y a des étapes derrière. Et les métriques, non utilisateurs,
l'utilisation, c'est pas vraiment valorisant. Ce qui est super intéressant, c'est ce qui se passe au milieu. C'est qu'est-ce qui se passe entre les deux. Comment est-ce que les utilisateurs deviennent actifs et comment est-ce que je génère du cash derrière. C'est ça qui est super intéressant et super sexy. L'idée, c'est d'avoir un map-out de l'utilisateur dans le produit, ce qu'on appelle un life cycle dans le produit, et de regarder comment l'utilisateur navigue et comment l'utilisateur évolue. Ça va, vous suivez toujours? Quand je vais trop vite, vous levez la main. Globalement, c'est le système de lead marketing où on va de l'acquisition, activation, rétention, revenu. D'accord? Avec le système de référal derrière. C'est le modèle de base sur lequel on va essayer de construire des choses et qu'on va mettre en avant et qu'on va maximiser. Globalement, l'acquisition, c'est les technologies classiques où vous allez essayer d'avoir le plus de personnes qui viennent sur votre site. D'accord? Vous tombez dans l'activation, c'est comment faire que ces gens-là signent, vous donnent leur adresse email, engagent avec vous, etc. Et vous tombez dans la rétention, c'est comment faire pour qu'ils reviennent le lendemain et qu'ils ne se barrent pas en courant après en disant c'est affreux ce que j'ai vécu là-bas. D'accord? C'est le phénomène derrière qu'on a. Le revenu, c'est quand même bien, si on peut en faire un petit peu. Vous allez retirer du cash quand même de leur d'utilisation des data que vous faites ou en leur vendant des choses qu'ils n'ont absolument pas besoin, mais ils seront contents de l'acheter. Tout l'art du commercial, vendre quelque chose dont quelqu'un n'a pas besoin et il en redemande derrière. C'est le système de revenu. Et on a un système de référal entre la rétention et l'activation. D'accord? Globalement, un growth hackers va se focaliser sur ce schéma-là et maximiser les choses. Prenons l'exemple de Quora. Qui connaît Quora? Yes. Alors, prenons l'exemple de Quora. Vous avez vu un article dans Quora, d'accord, que vos amis a posté, etc., en Quora. Vous allez le lire derrière, on est dans la phase d'acquisition. Après avoir lu la page, vous décidez, c'est quand même chouette le bazar. Je vais me créer un compte. Activation, on est dedans, exactement ici dedans. Quelques jours après, vous allez recevoir un email de Quora en vous disant, vous savez, le truc que vous avez lu, j'ai d'autres sujets intéressants, avec des questions qui étaient posées sur ce sujet-là. Vous allez revenir sur le site, relire les choses, et Quora va vous donner d'autres sujets qui ont la même notion sur des mêmes domaines, etc. Vous allez pouvoir rentrer dedans et relire les choses. Vous allez bien entendu partager un article sur la question « Qu'est-ce qu'un growth hackers ?» Vous allez partager ça en disant « J'ai trouvé la réponse sur Quora ce soir » et vous participez au référal. Actuellement, il n'y a pas de revenus au niveau de Quora, donc on bypass cette étape-là. Ça, ils ont travaillé pour avoir ce schéma-là et pour amplifier ce schéma-là. C'est le travail du growth hackers. Chaque étape, c'est un état de l'utilisateur. À chaque étape, globalement, le job du growth hacker, c'est de se dire comment est-ce que je fais passer un client d'un état à un autre. D'accord? Je crée un compte, je vais le revenir, je vais réutiliser le site, je vais relire les choses, etc. C'est le travail du growth hacker. On va devoir mesurer, entre guillemets, chaque conversion à chaque étape. Activation, d'accord, acquisition, activation, rétention et revenu. On va mesurer chacun des éléments et on va essayer de maximiser les choses. Il y a plein de tools qui existent, qui se métriquent, etc. Il y a des trucs un peu plus plug and play. Vous pouvez mesurer globalement l'échelonnage de ces différentes étapes. Il y en a plusieurs. Je pense que les slides vous seront donnés, donc vous aurez des choses intéressantes derrière. Au début, vous êtes déçus. Hein. Parce que vous avez plein de gens qui viennent, l'article TechCrunch, mais il n'y a personne qui achète, il n'y a personne qui prend. Donc au début, vous êtes un petit peu déçus. Et après, ça va s'améliorer. Il y a un effort derrière. Premier focus, on va avoir un focus ici. Se dire, comment est-ce que je peux faire augmenter ce chiffre-là? Et j'ai plein de schtroumpfs qui viennent sur ma page, mais je n'ai aucun qui télécharge le bazar ou qui me donne leur adresse email, etc. Comment est-ce que je peux maximiser les choses? C'est ce qu'on va avoir, le premier focus derrière. Après, on va augmenter l'acquisition et on va avoir un focus sur chacune des étapes intermédiaires. C'est ça son job, d'accord? Bien entendu, ça ne sert strictement à rien d'avoir un focus sur l'acquisition si votre acquisition rate est de 1%. D'accord? Votre acquisition rate est de 1%, ça ne sert strictement à rien. Parce que si en fait, vous dépensez un énergie de dingue, alors que votre ratio est de 1%, ça n'a pas d'intérêt. Donc on se focalise sur le ratio derrière. Comment augmenter ce 1% et faire qu'il passe à 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est globalement le job du Growth Hackers. Ils ont développé pas mal de techniques. Alors vous allez tous me dire, j'en utilise plein moi, tant mieux. Mais globalement, c'est arriver à maximiser ce que vous faites au niveau digital pour augmenter votre rétention, vos chiffres, votre revenu, avec des mécaniques qui sont beaucoup plus loin que les mécaniques traditionnelles, radio, presse, TV, campagne bannering, etc. On est dans des choses qui sont intégrées directement au produit. Landing page, je vois un peu plus derrière, de l'onboarding, bien entendu, ils le font toujours. Donner l'email, remarquez, toujours l'email à vous donner, parce que je vais vous relancer derrière, il y a une mécanique qui s'installe derrière. Tout ce qui est incentive, etc., etc. Le Grow Marketers,
ce gros hacker, il va se trouver entre guillemets entre les deux. C'est un mix de marketing et de développeur. Il connaît quand même bien l'environnement technique, il sait ce qu'on peut y faire, il sait comment activer les choses, il sait comment optimiser les choses, l'usage du data, d'accord ? Ne tombez pas dans l'extrême inverse où je vous bombarde derrière d'emails et de brawling intéressants. Le growth hacker se trouve au milieu derrière. Si on voulait même aller plus loin dans la démarche, je pense que le growth hacker, il va se retrouver sur une limite entre le marketeur, connaître les méthodologies de marketing, etc. Le développeur connaît techniquement tout ce qui est possible de faire. Comment est-ce que je peux relancer les gens? Comment je peux les activer derrière? Comment est-ce que je peux automatiser le process pour ne pas lasser, mais encourager? Et bien entendu, le data analyst. Parce que ça, vous l'avez dans les datas. Vous l'avez dans toutes les datas. Growth hackers, en plus, les gens du marketing adorent les titres. Regardez le nombre de titres qui existent, etc. Demain, vous pouvez postuler, créer votre job, devenez un growth hacker. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est la définition du growth hacking. Growth hacker, c'est vraiment une culture de l'autodidacte. Il y a beaucoup de gens qui apprennent des choses. C'est des gens en fait qui comprennent les data. Ils savent exactement interpréter les data. Et bien entendu, c'est une passion d'expérimentation. On va expérimenter les choses, on va tester les choses, on va voir que ça fonctionne. Et le gros avantage, c'est que le data, ça vous permet le matin de vous connecter et voir « yes, ça marche ». Et hop, 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 vous avez les chiffres qui montent derrière. C'est assez excitant. Après, c'est beaucoup. On est quand même dans la passion. Donc si vous n'avez pas de passion, et si vous venez à 9h et partez à 5h, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut un petit peu lire derrière et se prendre la tête puisqu'il n'y a rien à documenter. Donc on va tester des choses, etc. Mais c'est quelque chose de passionnant parce que vous arrivez, entre guillemets, dans le produit lui-même, à intégrer une dimension d'activation à l'intérieur des process. C'est growth hacking, le fameux Kesako. Les valeurs, elles sont simples. On est vraiment pour le résultat. On ne fait pas de l'awareness, etc., etc. On est dans le résultat. C'est plus ou moins scientifique. On n'est pas en se disant « je pense que ça va marcher ». D'accord ? On est quand même dans quelque chose de plus correct derrière. C'est pas du tirage de bazooka à 360 degrés en disant « ça a marché, ça va super marcher, regarde, je suis sûr que j'ai touché tout le monde ». Donc on a quand même des techniques qui sont très pointues sur ce que vous voulez faire. On inclut tout le monde. C'est pas juste pour les superstars de l'online, les influenceurs, etc. On va inclure tout le monde, on va toucher tout le monde et on va avoir le même rapport avec les gens dans ces mécaniques-là. Et bien entendu, c'est pas un quick fix. C'est quelque chose qui reste dans le temps et qui va durer et qui va s'amplifier et qui va augmenter derrière. C'est vraiment les valeurs dans lesquelles on essaie de rester. Chouette, il me reste encore du temps. Alors, je donne toujours des tools majoritairement gratos dans les Digital Therapy. Alors là, c'est une version condensée, Digital Therapy, mais super rétrécie. Les tools, j'en ai 3 à vous donner, qui sont gratuits. Donc, amusez-vous demain avec. Je pense que ça peut vous servir pour regarder la concurrence, pour regarder la page de votre beau-frère en vacances, etc. Mais il y a plein de tools intéressants pour mesurer des choses. Créa Digital Day. Alors, les tools que je vous donne fonctionnent, en ce qui me concerne, sur Chrome. D'accord ? Si vous utilisez Internet Explorer, ne revenez plus. D'accord ? C'est pas pour vous ici. C'était l'autre salle au-dessus. La conférence sur les vaches de nain, n'utilisez pas Internet Explorer. Donc, là, c'est du Chrome. Alors, il y a une petite icône, j'en ai plein derrière, des petites icônes. Il y en a une qui est assez sympa, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est celle-ci. Déjà vu pour certains? Certains utilisent déjà, j'espère. Ça s'appelle Social Analytics. C'est une extension Chrome qui s'installe. C'est une extension Chrome qui s'installe. Et en fait, sur n'importe quelle page sur laquelle vous allez, c'est au tout début du lancement de la page de Créa Digital Day, je suis désolé. Et en fait, sur n'importe quelle page, ça vous donne exactement le partage social de cette page-là. Combien de personnes ont fait un share sur Twitter, sur LinkedIn, sur Pinterest, etc. Et sur n'importe quelle page de campagne, d'action, où que vous allez, vous recevez en temps réel l'information derrière. C'est sympa, pour aller un peu sniffer sur le concurrent, etc. Ça reste toujours sympathique. Deuxième petit, que vous avez vu derrière, il y en a 18. 18 sur Créa Digital Day. C'est les sniffers, d'accord, les petits mouchards. En fait, ça s'appelle Ghost Stories. C'est très sympa à mettre. Ça vous donne simplement, globalement, le nombre de sniffers qui vous traquent derrière. Ça permet de voir si votre client en analytics est installé. Ça vous permet de voir quels sont les trackers qui vous suivent derrière. Allez sur les sites de groupes de presse et vous montez à 118 mouchards. Donc ça, c'est impressionnant. Ça reste sympa, du moins ça vous donne une dimension intéressante. J'ai un troisième petit tool, puisqu'il me reste 5 minutes. Merci. J'ai un troisième petit tool assez sympathique. Et pour ça, je vais vous laisser une petite vidéo que j'avais faite, totalement stupide, mais qui permet de... C'était pour les vœux 2011. Je me dis ça peut servir pour certains. Investissement minimum.
marche vraiment. Hein. Alors, hormis qu'elle pense vraiment que je suis bizarre, il y a une petite extension Chrome que vous pouvez installer dès ce soir et qui va sur n'importe quelle vidéo YouTube que vous regardez, vous donner ce petit tableau derrière. Ça s'appelle vidIQ. Sur chaque vidéo, vous allez recevoir toutes les informations. Le nombre de vues, average, est-ce qu'elle a été partagée, combien de personnes, le pourcentage de vidéos qui regardent, etc. pour tous vos concurrents, pour tous les vidéos que vous aimez bien. Donc c'est assez sympa. Ça s'appelle vidIQ. D'accord. Alors j'ai pu voir que mes amis de chez Tesla, ils avaient une petite vidéo qui était assez sympa. Vous avez tous les chiffres derrière, etc. On Air, il faut y travailler. Hein. Il faut un petit peu travailler parce que là, on n'a pas beaucoup de... mais bon, ils avaient des choses, etc. Je suis vraiment désolé. Donc voilà derrière. Il y avait un certain Steve qui m'a piqué cette phrase. Une dernière petite chose que je vous mentionnerai par rapport à une stratégie digitale. Évitez de tomber dans le hype. Dès qu'il y a un truc qui sort, tout le monde saute dessus comme des lapins. On va le faire aussi. Évitez de tomber dans le hype. Et pour illustrer ça, je t'aimerais sur une petite vidéo où ils peuvent faire un peu péter le son, s'il vous plaît. Yo, bro, you on woo-woo? You kidding me? Everybody's on woo-woo. Woo-woo. Lock and load, people. We're going all in on woo-woo, okay? Mark, comp us up a profile page. Copy. Susie, write us some posts. I'm writing. Grace, upload some videos. Uploading. I want sponsored woos. I want targeted woos. We want to be all up in your woo-woo feed. Gordon, register our woo-woo handle. Don't you know the Wu-Tang Clan? Let's get them involved. We need an ethnically ambiguous woo-woo mascot. We're cashing in the Q4 budget, people, and we're buying some followers. Yeah! All right. Woo! 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 Oh, yeah! Dude, are you still on woo-woo? Nah, man. My mom's on woo-woo. Il y en a plein. Adobe Marketing Cloud, une logiciel extraordinaire. Je finirai sur cette petite phrase simplement et que je vous laisse méditer là-dessus. C'est éviter de tomber dans le travers d'avoir une stratégie pour le digital. Ayez une stratégie pour le business global et intégrer le digital dedans. Mais ne faites pas le travail inverse. C'est là-dessus que je vous laisserai et que je laisserai mon ami Eugène redormir. De rien. Voilà l'énergie dont on avait besoin, on sentait qu'on avait besoin de revenir un petit peu avec de la force, c'est bien. Beaucoup d'outils, ça on a apprécié. Les slides sont disponibles si l'auteur le veut bien. Je veux bien. Sur le site de c'est enregistré, c'est bien. Quelques questions sur le growth hacking. C'est vrai que il y a quand même la vision dans le growth hacking de zone grise. Typiquement Airbnb qui allait voler un petit peu des amis, voilà, chez Craigslist. Comment est-ce qu'une marque gère ça sans se faire du mal potentiellement? Enfin, quand on est un peu plus établi qu'une start-up. Mais il y a une zone grise, d'accord? Il y a une zone grise. Après, dans la zone grise, il y a une ligne rouge sur laquelle il ne faut pas passer. Je vous montre un petit exemple. On me disait toujours ça. Je peux plier la plage? Je peux plier? Je vais t'expliquer le bazar. Alors ça, on expliquait ça quand on veut faire du viral, d'accord? Là, c'est ce qui est totalement illégal. Ça, c'est ce qui est légal. Ok? Alors vous avez les grosses marques, pour être tout à fait correct, qui vont faire une campagne virale ici. D'accord? On va mettre nos spots TV sur YouTube. Ça marche pas. Il y en a d'autres qui font une campagne, et c'est un peu la même chose pour le gros hacking, qui vont se mettre là. Le problème, c'est qu'un petit coup de vent, et vous tombez dans les problèmes. Donc tout l'art, c'est d'arriver à surfer 2 mm en dessous de la crête, sur lequel vous ne passerez jamais de l'autre côté, mais vous êtes à la limite derrière. Alors, maintenant, sur les grosses marques, c'est vrai que c'est plus compliqué. Sur les toutes grosses marques, il y a la crainte toujours, l'aspect légal des choses, etc. Même tu peux les rassurer. Après, je dirais, et je ne vous le conseille pas ça, moi j'ai connu 2 marques qui, globalement, incluaient, et je ne conseillerais jamais de le faire, l'aspect légal des choses dans les budgets. Ça me coûtera combien si je me fais choper? Voilà. Donc c'est autre chose. Si vous avez le budget. Et puis l'autre chose moi, qui m'intéresserait aussi de plus savoir, c'est vrai qu'il y a un outil qui est éternel et qui était cité, c'est l'email. À quel point il faut bourrer là-dessus, toi comment tu l'utilises? L'email, hein, franchement, moi j'avais une boîte d'email marketing. En 2001, on a monté une plateforme.
parce qu'on remarquait que c'était un truc de geek, avec des boutons partout, et les gens du marketing ne comprenaient pas les tableaux. Et on s'est dit, on va faire une plateforme qui s'adresse à des gens du marketing. Et donc on a mangé de l'email, j'ai beaucoup mangé de l'email, et puis à un moment, ça m'a tellement gavé que j'ai arrêté l'email. Beaucoup de personnes maintenant disent, ouais, l'email c'est fini, c'est mort, c'est ma grand-mère qui utilise l'email. Si on regarde les chiffres actuels 2014, en termes de conversion par exemple, sur du social on est à 2%, 2,45%, sur du banner rich media, pas le banner traditionnel, on va être à plus ou moins la même chose. Sur l'email, quand c'est bien fait, on arrive de 6,28, 6,27% de conversion. D'accord? Alors vous avez parfois des clients qui vous disent, ouais, mais on l'a déjà fait, ça marche pas. Et il n'y a rien de pire que des gens qui vous disent, on l'a déjà fait, ça marche pas. Vous l'avez mal fait, ça marche pas. Mais on peut bien le faire. Mais l'email est loin d'être mort en termes de conversion. Ça fonctionne très très bien. Stratégie de l'email, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier derrière. D'accord. On va prendre peut-être une ou deux questions de la salle, voir si... Je précise le gros hacking, par exemple, les stratégies derrière. Vous ne l'avez pas remarqué, mais vous y avez tous pensé. Très malin. Vous ne l'avez même pas vu que Mastercard sponsorisait Crea Digital Day avec les 2 sièges placés dans le fond, rouge et jaune. Depuis le début, je me dis, mais qu'est-ce que Mastercard fout sur la scène? Très malin, très malin, très malin. Je ne sais pas comment ils ont payé pour être là, mais c'est très malin. Qui veut poser la première question? J'avais payé des gens pourtant. Toujours calme, voilà. Oui, bonjour. Vous avez mentionné Adobe Marketing Cloud. Ouais. Et puis, il y a aussi, et entre Salesforce, Adobe et peut-être les solutions de... Bonjour. Donc, juste avant la fin de la présentation, vous avez donné un exemple pour une entreprise qui offre des solutions de marketing. Donc, dans ce cas-là, Adobe Marketing Cloud. Il y a aussi Salesforce et il y a aussi Oracle, Proxy et puis bon, Salesforce. Est-ce que vous les avez essayés? Et est-ce qu'il y a dans ces trois-là une que vous conseillez? Très honnêtement, parce que ce sera un super grand débat de parler de ça. Je vous ai mis en fait la vidéo pour la vidéo, pas pour le Adobe Marketing Cloud. D'accord. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la que voilà. Ça n'avait strictement rien à voir. Et pour être très honnête avec toi, je n'ai jamais testé Adobe Marketing Cloud. J'ai un petit peu mis mes mains dedans, mais ça faisait très mal. Et donc, je n'ai pas d'avis spécifique sur Adobe Marketing Cloud, malheureusement. Par contre, ils font des campagnes de la mort. Oui. Mais c'était pour ça, juste. D'accord. Bon, désolé. Est-ce qu'il y a une autre question? Personne? Là, voilà, la dernière question. Je vais y aller. Hop, 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 hop. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça va. Ça marche pas? Tiens. Oui, ouais, c'est bon. À quel point, vous avez parlé de Cora et ils font pas d'argent. À quel moment ils vont, une compagnie qui a la même stratégie peut commencer à faire de l'argent? Vous savez, il y a une grande différence entre le continent européen et le continent et chez nous. Continent européen, c'est chez nous, d'accord, excusez-moi, je suis en Suisse. Il y a une grande différence entre l'Europe et les États-Unis. En fait, en Europe, le problème, et je stigmatise le bazar, bonjour, je stigmatise le bazar en Europe, c'est que chaque fois que vous développez quelque chose, en Europe, les gens, ce qu'ils veulent, c'est globalement, j'investis 1 euro et j'aimerais bien qu'à la fin du mois, on en touche 4. C'est un peu la logique derrière, vous le voyez. En francs suisses, excusez-moi. Donc j'investis 1 franc suisse et j'aimerais avoir 27. Parce qu'en Suisse, c'est beaucoup, 27 à la fin du mois, d'accord? Et on est dans cette mécanique-là. Le gros avantage au niveau des États-Unis, en fait, si vous regardez les mécaniques derrière, regardez Facebook, regardez l'Instagram, qui est la même chose maintenant pour l'instant, mais leur logique, c'est quoi? C'est la clé du succès, c'est le volume. Quand vous avez un volume, vous êtes le roi du pétrole. D'accord? Regardez les modèles américains. Regardez comment ils se rémunèrent après sur vos datas. Par exemple, il y a plein de groupes qui ont des datas, ils ne se rémunèrent pas sur les datas. Ils se rémunèrent sur la vente derrière. Ils n'ont jamais capté que les datas qu'ils possédaient avaient peut-être plus de valeur que le brol qu'ils vendent et sur laquelle ils touchent une marge minimum, parce que c'est fait en Suisse. Bon, ils pourraient le faire en Chine. Non, je rigole. Et donc voilà, c'est la clé du volume derrière. Et une fois, se dire, je vais attendre 5 ans à fond perdu pour avoir un volume X. Et une fois que j'aurai le volume, ben en fait, globalement, je serai incontournable. Je vais pouvoir vendre des choses, je vais pouvoir vendre de la pub. Regardez Facebook. Vous en mangez de la publicité maintenant sur Facebook. Il ne fallait pas quand même penser que ça allait être gratos pendant 252 ans. Je rentre en bourse, je rentre du cash. D'accord? Dans l'histoire derrière. Et c'est tant mieux. Je dirais tant mieux, ça permet d'avoir quelque chose qui est mieux en termes de développement, etc. Et donc on a cette logique-là. Ouais, je pense qu'on a eu la réponse. C'est magnifique. Merci beaucoup. De rien. Excellent.